Le chiffre que toute la communauté financière attendait est tombé. Ce chiffre, encore une fois, n'est pas bon. Ce chiffre montre que l'action des banques centrales n'a qu'un impact négatif sur l'économie, mais pas sur la hausse des prix. Ce chiffre, tu l'as compris, c'est l'inflation aux États-Unis. Et pourtant, les marchés financiers montent. Est-ce que le marché se trompe? Faisons le point de la situation avec un focus fondamental sur la différence entre savoir où devrait aller le marché et agir en fonction de ce que fait le marché. Commençons tout d'abord avec ce coup de tonnerre. La Banque centrale d'Angleterre qui a engagé un programme de rachat d'obligations sur le marché pour éviter de faire sombrer sa devise et son économie a annoncé mardi l'arrêter en fin de semaine. La banque a averti que les régimes de retraite étaient en danger et qu'il ne leur restait que 3 jours pour vendre tous les actifs dont ils avaient besoin pour recouvrir leur trésorerie, pour restaurer leurs réserves de liquidité. L'urgence, c'est maintenant. Jeudi, la Banque centrale achète pour 4 milliards de livres sterling d'obligations. Les marchés sont rassurés parce que les fonds de pension revendent leurs gilts. Ce sont les emprunts d'État émis par le Royaume-Uni et ainsi obtiennent des liquidités. Le lendemain, c'est-à-dire jeudi, la Banque centrale d'Angleterre rachète encore pour 4,7 milliards de livres sterling de gilts et pourtant le rendement obligataire de l'emprunt d'État du Royaume-Uni est toujours au-dessus de 3,8%. Pourquoi ce chiffre est important? Parce que c'est à ce moment-là que lorsqu'il y a eu la présentation du budget, tu t'en souviens, a fait trembler les marchés. Et c'est à ce moment-là que la Banque centrale d'Angleterre a dû intervenir pour éviter l'effondrement du système. Pendant ce temps-là, les prévisions de croissance sont revues à la baisse par le FMI. 3,2% en 2022, 2,9% en 2023. Perte de la production mondiale d'ici 2026, 4 000 milliards de dollars. Aux États-Unis, on devrait être à 1,6% de croissance en 2022. En France, 2,5%. Et en zone euro, 3,1%. Et c'est en 2023 que ça se gâte. Croissance négative en Allemagne, moins 0,3%. En France, on devrait être tout juste positif, plus 0,7%. Comment se fait-il qu'on ait une croissance mondiale aussi forte? Eh bien parce qu'il y a quand même des économies, des pays qui sont quand même en forte croissance. En 2022, pour la Guyane, plus 57%, Irak plus 9%, Irlande 9% et il y en a d'autres qui s'en sortent pas trop mal, Koweït, Arabie Saoudite, Vietnam et l'Inde. Continuons encore sur quelques aspects positifs. Le coût du fret maritime, eh bien toutes les tensions d'approvisionnement se détendent. Le coût des conteneurs au départ de la Chine a été divisé par 2 depuis le début de l'année. Et ça, c'est plutôt positif pour l'industrie, mais aussi pour l'inflation qui pourrait se calmer au cours de ces prochains mois. Alors là, on est dans la projection, parce qu'aujourd'hui, l'inflation est toujours bien présente et elle est même supérieure à ce qu'on attendait. Et là, c'est notre gros dossier du débrief hebdo. Alors oui, effectivement, les marchés attendaient ce chiffre comme le messie, ce qui nous permettrait d'avoir de la visibilité positive ou négative, mais au moins de la visibilité, une direction, au moins savoir sur quel pied danser. Est-ce que je danse sur celui-là ou sur celui-là ou sur celui-là? Je sais pas. Alors, pour faire simple, entre lundi et jeudi sur les marchés, c'est quasiment rien passé. Le dollar américain est toujours fort, comme les taux souverains et le taux aux États-Unis à 10 ans qui flirtent autour des 4%. Les marchés actions, les indices ne bougent quasiment pas. Les indices donc sont toujours scotchés sur leur plus bas annuel sans les enfoncer. Jusque-là, rien d'étonnant en attente de ce fameux chiffre de l'inflation aux États-Unis qui devait paraître le jeudi. Aucune bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle jusque-là pour animer les marchés. Et donc, jeudi 14h30, et d'ailleurs, j'étais en live sur Twitch à ce moment-là et vous étiez très nombreux et nombreux, un grand merci à vous parce que tout le monde a été très calme malgré ce qui s'est passé. Et on va voir que c'était pas jojo. Donc merci à vous sincèrement parce que ça a évité un mouvement de panique qui d'ailleurs aurait pu être fatal. Je m'explique. L'inflation donc était attendue pour le mois de septembre à plus 0,2%. Un chiffre au-delà donc de plus 0,2%, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une inflation plus forte. En dessous de plus 0,2%, bonne nouvelle, moins d'inflation. Et si il y a un chiffre supérieur à ce qui est prévu, le marché va commencer à se dire ok, plus de resserrement monétaire, plus d'inflation, plus de récession, donc moins de croissance. Et le chiffre donc n'est pas ressorti à plus 0,2 mais à
plus 0,4. Sur 12 mois glissants, ça nous donne 8,2%. Et là, on parle, je rappelle, de l'inflation aux États-Unis. Donc l'inflation ne baisse pas et elle est même pire que ce qui est attendu. Alors ce qui a le plus progressé là-dedans, on a les prix du logement, l'alimentation, les soins médicaux. En plus, ce chiffre-là a été compensé de presque 5% de baisse de l'indice de l'essence. Preuve en est ici avec les cours de l'évolution du pétrole WTI au mois de septembre. Donc réaction immédiate et logique des marchés, hausse du dollar, hausse des taux souverains, baisse des actifs risqués, donc des actions, des indices. Les indices ont perdu quand même 2% en une heure. Et je parle des indices en Europe parce que les marchés américains n'étaient pas ouverts à 14h30. Ils ouvrent à 15h30 heure française. Et ça, c'est une précision importante. Tu vas comprendre après. Bref, ça y est, c'est reparti pour un tour. Fin du monde, tout ça. Je vous l'avais bien dit, diront les pessimistes, les aigris habituels. Autant se tailler les veines tout de suite. Et au-delà de ça, de ces considérations à très court terme, ça a d'autres implications. Sur les anticipations donc de resserrement monétaire à venir, je rappelle qu'il y a encore 2 réunions de la Fed d'ici la fin de l'année. La première le 2 novembre, triple hausse des taux. Ça maintenant, c'est une certitude. Mais ce qui était important, c'est d'anticiper aussi pour la prochaine, celle du 14 décembre, la dernière de l'année. Eh bien, le marché estime désormais qu'il y a 70% de probabilité qu'il y ait une triple hausse des taux. Et avant ce chiffre d'inflation, les estimations d'une triple hausse des taux étaient à peu près autour de 30%. Et ensuite, il y a aussi les implications à long terme. Tout le monde parle depuis ces derniers temps, notamment du pivot de la Fed. À quel moment est-ce qu'elle va estimer qu'elle va pouvoir commencer au moins à stabiliser ses taux directeurs, voire à les rebaisser. En gros, c'est à quel moment est-ce que la Fed considère que son boulot est fait en termes d'inflation, je parle. Donc ce pivot, c'est plutôt une vision long terme. Donc là, bien évidemment, après ce chiffre-là, on zappe. Le pivot de la Fed, c'est fin 2023, peut-être 2024. Et la deuxième chose à la mode, c'est le R étoile-étoile. C'est ce qu'on appelle le taux neutre pour atteindre la stabilité financière. En gros, les banques centrales vont continuer à resserrer leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Elles ont cette mission de la juguler, mais elles ne doivent pas pour autant sacrifier leur économie et déstabiliser l'économie mondiale. C'est ce qu'on a vu notamment sur le marché obligataire britannique. C'est-à-dire qu'elles interviennent pour éviter le drame sans en faire trop non plus. C'est en quelque sorte raréfier progressivement l'oxygène des marchés sans qu'ils perdent connaissance. Ça, c'est le R étoile-étoile. Bref, l'inflation n'est pas bonne, encore chute des marchés et pourtant l'impossible s'est produit. Et tout ça, c'est après la pub. Petit instant publicitaire histoire de gagner un peu de fric. Ah non, merde. Pardon, non, mais j'ai cru qu'on était à la télé. Pas de pub alors. On va faire une pause microéconomie, tiens. C'est reparti pour la saison des résultats d'entreprise. LVMH a fait quasiment 20 milliards d'euros de ventes sur le trimestre. C'est 4 milliards d'euros de plus qu'à la même période l'année dernière. Aux États-Unis, focus sur Netflix, une nouvelle offre est lancée à partir de début novembre. Dans 12 pays, dont la France. Offre baptisée. Je sais, baptisé gros pigeon, non? Essentiel. Ah bah non, presque. C'est-à-dire que tu tapes de la pub. Comme tout à l'heure, comme on a failli le faire. 5,99 € par mois. Et avec ça, le groupe Netflix espère se relancer parce que depuis le début de l'année, c'est pas jojo. L'action a perdu 70% de sa valeur en un an. Autant, on dirait une crypto, dis donc. T'es sûr que c'est Ah voilà, c'est Netflix, ok, d'accord. Et un truc intéressant, on va faire un focus et une explication de quel peut être l'impact du dollar américain sur les entreprises. Allez, on se retrousse les manches. Étude de cas, bilabaloum. Alors, première étude de cas, allez, Domino's Pizza. Elle a publié des résultats mitigés. Déjà, premièrement, parce que les pizzas sont trop grasses et sont dégueux. Non, c'est pas pour ça. Pourtant ça marche, non? Non, c'est parce qu'elle s'attend que justement les fluctuations des devises étrangères aient un impact sur ce que ça lui rapporte. Et notamment les recettes sur ses redevances. Le bénéfice perd 14% alors que le chiffre d'affaires augmente de 7%. Et oui, ses revenus de dividendes devraient baisser de 30 millions de dollars sur l'année à cause de ce dollar qui est fort. Estimation précédente, 22-26 millions de dollars de pertes. Donc un dollar fort n'est pas que bénéfique pour les entreprises américaines. Situation inverse.
avec les compagnies aériennes. Et on va prendre Delta Airlines. Résultat record au troisième trimestre. 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires, alors qu'en 2020, on était sur des pertes abyssales. Et elle vient de publier donc le meilleur trimestre de son histoire. Entre 20 et 25% de prévision de croissance de son chiffre d'affaires. Et là, on parle de siège par mile. Et oui, la hausse du dollar américain apporte plus de pouvoir d'achat aux Américains, avec des vols États-Unis-Europe, dans ce sens-là, qui ont progressé de 113%. Et ça, c'était pour cet été. Alors qu'au contraire, les compagnies européennes subissent la baisse de l'euro, face au dollar notamment, parce que 42% de leurs charges sont libellées en dollars. Voilà pourquoi donc quand on a des publications d'entreprises, il faut bien checker l'impact qu'a cette hausse du dollar qui peut être soit bénéfique, soit pas bénéfique. Bon, je cherchais un autre mot, mais ça m'est pas venu. Défavorable. Je disais donc que l'inflation aux États-Unis faisait chavirer les indices. D'autant que, comme on le voit, le moral des investisseurs est au plus bas, ce qui est relativement légitime depuis le début de l'année, pas la fête du slide. Et je le disais donc ici même dimanche dernier dans le débrief hebdo, je ne mets pas de casquette rouge cette semaine, tant que je n'ai pas de confirmation. Je garde ma casquette bleue. Donc, je m'attends à tout. En début de semaine, je passe à l'achat light. J'ai des petits signaux positifs sur des gros niveaux annuels. Je passe les détails parce que tout a été expliqué tout au long de la semaine sur IVT. Le chiffre de l'inflation jeudi fait chavirer les indices. Mon plan est simple. Sur le CAC 40, je prends cet exemple-là que j'ai suivi, j'ai fait le suivi. Sous 5700 points en clôture journalière, je prends ma perte, je coupe ma position. D'ailleurs, on était en live à ce moment-là sur Twitch. Je crois que je l'ai déjà dit. Il va y avoir aussi l'effet ouverture de Wall Street. En fait, 15h30, open de Wall Street, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les marchés, il y a les mastodontes, les maîtres du monde, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Quand Wall Street ouvre à 15h30, c'est eux qui décident de la direction. Là, on a la réaction logique. Et puis après, il y a la confirmation ou l'information des indices américains qui ouvriront donc, en toute logique, rouge. Je disais à ce moment-là, calme, on va attendre l'ouverture des États-Unis à 15h30, parce que c'est quand même accessoirement les maîtres du monde. Et la deuxième chose importante qu'on évoquait à ce moment-là, c'est qu'on fait effectivement donc une baisse qu'on appelle une bougie impulsive baissière. Tiens, on la voit ici d'ailleurs, c'est plus représentatif, c'est assez parlant. C'est le même principe qu'il y a un mois sur le même événement, le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Si jamais, et je ne sais pour quelle raison, on retrace 50% de cette bougie baissière impulsive, ça veut dire que le flux baissier n'y est plus. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des points de repère assez importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces bougies-là nous permettent d'avoir des points de repère. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que si on arrive à reconquérir, je vous le disais tout à l'heure, en fait, juste avant 15 minutes, 20 minutes avant qu'il y ait l'inflation de 14h30, je vous refaisais un peu l'historique de ce qui s'était passé il y a un mois. Il y a un mois, avec le chiffre de l'inflation qui était publié début septembre pour le mois d'août, c'était pas bon. Il y a eu un retournement négatif de psychologie de marché pendant plusieurs semaines. Et à ce moment-là, au moment où il y a la stat, il y a un élément qui est important à prendre en considération, c'est qu'il y a un flux baissier. Et donc, la question est à quel moment est-ce que ce flux baissier est remis en question? Je vous ai expliqué juste avant la stat. C'est 50% de retracement d'une bougie impulsive. Et donc, tant qu'on n'a pas au moins, je dis bien au moins 50% de retracement de cette bougie-là, et ben pour le moment, on reste dans cette psychologie, en l'occurrence négative. Ça aurait pu être le cas, d'ailleurs c'est le cas inverse sur le taux à 10 ans ici, vous voyez des bougies vertes, c'est le cas inverse sur le dollar et sur le taux à 10 ans. Si les marchés inversent la vapeur à plus de 50% de cette impulsion, déjà, on a un premier élément. Si on retrace bien évidemment l'intégralité de cette bougie, ça veut dire que là, il y a vraiment une réaction très très forte, une contre-réaction vraiment très très forte. Et donc, vu que je suis déjà à l'achat sur une position et que je m'en autorise 2 sur ce plan, si on retrace 50% de cette bougie baissière impulsive, eh bien on aura des premiers éléments positifs, donc des premiers éléments acheteurs pour pouvoir renforcer mon plan. Au moment, et on était en live d'ailleurs, c'était quand même assez important et assez intéressant de le vivre, je disais, la probabilité est quand même faible, proche de 0. C'est impossible. Preuve en est, même moi, j'y croyais pas. Mais y croire, poubelle. La croyance, tout ça, poubelle. Finalement, on repasse au-dessus. J'ai dit ce que j'allais faire. J'ai fait ce que j'ai dit. Le renfort est passé, deuxième achat sur le CAC. Et derrière, le marché ne s'est pas arrêté. Et le lendemain, alors que c'était absolument impossible que le marché monte après ce chiffre d'inflation
pas dire catastrophique, mais moins bon que prévu. Double position à l'achat. Le lendemain, objectif, premier gros objectif, 5950 points atteints. Je clôture donc logiquement à l'ouverture à 8 heures la moitié de mes 2 positions à l'achat sur ce premier objectif. J'applique mon plan. Et dans le même temps, et on l'a vu encore une fois en live, c'est d'avoir des similitudes, de savoir un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Et on l'a vu, bien évidemment, on a eu une bougie impulsive haussière sur le dollar, bougie impulsive haussière sur le taux à 10 ans. Si on retraçait 50% à la baisse ces niveaux, ces bougies, eh ben ça veut dire que c'est en train de se passer quelque chose sur le marché. Et c'est exactement ce qu'il y a eu. Alors la raison de ce retournement de situation brutale et inexplicable, beaucoup l'ont cherché. Et personne ne l'a trouvé. Dans ces moments-là, tu as 2 options. Chercher à avoir raison en te disant le chiffre est mauvais, c'est sûr ça va s'effondrer, ça y est, c'est la fin. Et en rester là, finalement, regarder le truc en disant et puis ne pas avoir de plan, sans invalidation. De toute façon, tu n'as pas de plan, donc forcément, il n'y a pas d'invalidation. Il n'y a pas de remise en question potentielle non plus, du coup, vu qu'il n'y a pas d'invalidation. Ou alors, deuxième option, travailler ton plan jusqu'au bout, dans les moments difficiles, dans les bons moments, jusqu'à invalidation. Et en l'occurrence, sur le CAC, mon invalidation, c'était sous 5007. Et donc, est-ce que le CAC est passé sous 5007? Non, il s'est arrêté à 5704 points. Puis derrière, le CAC et tous les autres indices d'ailleurs, pas de distinction, pas de différence, a retracé 50% de cette bougie baissière impulsive et est reparti dans l'autre sens comme une balle. Comme c'est même Usain Bolt, je pense qu'il n'allait pas plus vite. Savoir ou agir. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. C'est toute la différence entre chercher à avoir raison, pire à être persuadé que le marché a tort. Et même si effectivement c'est important de comprendre le contexte, parfois, preuve en est, le marché peut nous surprendre. Et c'est justement pour éviter d'être surpris qu'on doit systématiquement travailler le « je fais quoi, comment, où, pourquoi ». Et si je n'avais pas fait tout ce travail qu'on a vu par exemple en live. Ce qui est important dans ces moments-là, il faut bien mettre en place ses plans, les suivre, etc. Déjà, penser au coup d'après. Donc n'oublions pas de noter de manière très simple. Si le marché fait ça, qu'est-ce que ça nous donne? Si le marché remonte 50% de cette bougie impulsive baissière. Si, etc., etc. Qu'on a travaillé aussi sur IVT. D'ailleurs, je fais un gros clin d'œil à Rodolphe qui a été absolument incroyable cette semaine. En achetant, donc à ce moment-là précis, le DAX, le SP500 et j'en passe. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça fait 10 ans qu'on travaille H24 ensemble. D'ailleurs, on n'a même plus besoin de se consulter pour faire la lecture de marché. Et si on n'avait pas fait justement ce travail d'humilité, que le marché est plus fort que nous, est plus fort que ce qu'on pense, est plus fort que ce qu'il devrait faire, peu importe s'il a tort, c'est de travailler dans le sens des plans qu'on a définis en amont, dans le sens du flux du moment, sans émotivité. Discipline, méthode et l'humilité qu'il faut pour ne pas mieux savoir que les autres, mais agir avec ce qu'on voit. Alors aujourd'hui, même si le dollar américain est fort, même si le taux à 10 ans aux États-Unis est proche de 4%, les indices tiennent leur gros niveau annuel. Ils ont réalisé une impulsion haussière et encore une fois, on a une invalidation de ce mouvement impulsif si on retrace 50%. Et si on repasse en dessous, je rechangerai ma casquette en passant d'une casquette verte actuellement, puisque j'ai toujours des objectifs sur le CAC à 6120 points sur les positions qui me restent, cette casquette verte balancée, on repasserait casquette bleue. Mais en tout cas, aucun regret, même si ça retombe, tant pis, parce que je serai allé jusqu'au bout d'un plan avec des règles claires. On a eu un spike similaire sur le marché des cryptos. Le Bitcoin plie mais ne rompt pas cette grosse zone des 18 000, 19 000 dollars. Même chose sur l'Ethereum qui est passé brièvement sous les 1200 dollars. Idem sur la capitalisation totale. Est-ce que le point bas est derrière nous? Alors, je ne peux pas le certifier pour le moment. En tout cas, ce qui est clair, c'est tant qu'on n'a pas passé ces plafonds de verre qu'on a au-dessus de la tête. Je rappelle les gros niveaux Bitcoin 20 500 dollars, Ethereum 1420 dollars. Il faudra les passer pour changer de tendance et de cette dynamique complètement neutre, léthargique qu'on a depuis des semaines. Alors la semaine prochaine sera enfin beaucoup plus calme, en tout cas en théorie. Pas beaucoup de chiffres macroéconomiques comme tu le vois. Beaucoup de publications d'entreprises par contre, je rappelle, c'est réparti pour la saison. Netflix notamment, Goldman Sachs, Tesla, American Express et j'en passe. Merci à tous pour vos messages ici et là, pour les 5 étoiles que vous mettez dans les morning moods, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Tous les matins, on est ensemble, on partage peut-être un petit bout de trajet. Merci pour votre calme et constructivité
pendant les lives sur Twitch, vraiment. Vos likes ici, bien entendu, hein, on lâche pas l'affaire. Bise à toute la communauté IVT, bien évidemment. Après cette semaine de fou, je vous dis à demain. Ciao!